Très honoré d'accueillir Hervé Letreux ce matin pour cette leçon inaugurale. Hervé Letreux... Trotte, en fait, on prononce le T. Ah, pardon. Hervé Letreux est un éminent climatologue, spécialiste de la modélisation et de la simulation du climat. Il a dirigé l'Institut Pierre-Simon de Laplace, qui est un des gros instituts sur ces sujets dans le monde. Il est membre de l'Académie des sciences et il enseigne actuellement, il est professeur à l'École polytechnique et à Sorbonne Université. Voilà, il va donc aborder ces questions de climat dans toutes leurs dimensions. Voilà, merci Hervé Letreux. Voilà, donc j'espère qu'on va m'entendre au travers du masque. C'est la première fois que je vais faire un exposé aussi long avec un masque, mais je pense que tout ira bien. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de poursuivre en gros deux enjeux. La première, c'est peut-être de vous montrer ce que c'est que la recherche et les trajectoires que peuvent être les trajectoires de recherche et leur importance aussi par rapport à des enjeux, la manière dont se développent les réflexions sur des problèmes comme ceux du changement climatique. Et puis l'autre élément, c'est effectivement que ce problème du changement climatique est un problème qui fait presque une quarantaine d'années que je travaille sur ces problèmes-là, pas nécessairement sur le changement climatique, mais sur ces enjeux climatiques de manière générale. Et la situation est très différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a quelques années. Donc en fait, on a vu un système qui a largement évolué. Alors cette évolution, elle va se traduire aussi par le fait que je vais parler d'un travail un petit peu différent. Ici, vous avez les gens qui me payent. Donc vous avez Sorbonne Université, vous avez l'École polytechnique, et puis des gens qui ne me payent pas, mais avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. Et en fait, j'ai créé l'association Acclimatera avec la région bordelaise, et je vous montrerai un petit peu comment est-ce qu'on peut aussi regarder ces problèmes climatiques avec une perspective un peu différente, qui est largement multidisciplinaire et qui s'échappe un petit peu de ce qu'on a pu faire de manière un petit peu plus sectorielle en termes de sciences dans les années qui ont précédé. Alors, la première des choses, ça sera de définir ce qu'est le climat. On va parler du climat, on parle beaucoup de climat. La notion de climat est liée à ce qu'on peut appeler le système climatique. Alors, c'est une notion très ancienne, c'est un mot grec qui définit l'inclinaison des rayons solaires sur la planète. Mais aujourd'hui, on a une définition plus complexe de ce qu'est le climat. C'est l'état statistique d'un système qui est le système climatique. Et ce système climatique, il est extraordinairement hétérogène. On a des fluides solides, des fluides solides, c'est-à-dire que c'est des fluides un petit peu particuliers. Là, je pense à la glace, je pense au sol sous la glace, c'est des choses qui se déforment lentement. Et puis on a aussi des vrais fluides, comme l'atmosphère, les océans, qui jouent un rôle majeur parce qu'ils distribuent la chaleur, ils distribuent beaucoup de choses à la surface du globe. Et puis on a des échanges entre tous ces milieux-là qui sont des échanges complexes, des échanges d'énergie, des échanges de matière, des échanges aussi de gaz qui peuvent être toxiques. Beaucoup de choses dont on va parler un petit peu au fil de ce qui va suivre. Donc ce système climatique, il a aussi des échelles de temps qui sont assez longues, on y reviendra, et qui sont assez diverses entre l'atmosphère, l'océan. Donc c'est un système qui est très, très complexe, donc qu'on va essayer d'aborder. Alors ce que je vais faire, c'est revenir sur ce problème-là dans un ordre qui sera un petit peu différent de l'ordre chronologique avec lequel on l'a étudié. Je vais partir des enjeux, c'est un petit peu plus facile. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'intéresse aux problèmes climatiques? Je reviendrai brièvement parce que le temps est bien sûr limité, puis on pourrait y passer
et vous y passerez peut-être, je l'espère, beaucoup de temps dans la suite de vos études à étudier ce type de système. Donc, je reviendrai ensuite sur les outils, mais brièvement les outils que l'on utilise et que l'on a mis en place pour essayer d'étudier ce système compliqué. Pour manifester les enjeux, j'ai mis quelques titres qui marquent un peu l'exposé. Le premier titre, c'est une évolution inexorable, montrer qu'on est aujourd'hui dans une phase de changement qu'on ne maîtrise pas, et montrer les signaux, et puis donner une petite récapitulation aussi en termes d'agenda, comment ça s'est fait, comment ça a pu se développer, quelles ont été les premières alertes. Alors je vais commencer par cela, par les quelques dates principales qui marquent en fait la problématique climatique. Vous avez beaucoup de personnes qui disent que l'alerte sur ces problèmes-là se situe plutôt au début du siècle. Alors effectivement, on a un savant suédois qui s'appelle Svante Arrhenius qui a fait des premières tentatives de calculer ce que pourrait être le réchauffement de la planète si on émettait des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'était au tout début du XXe siècle, et c'est quelqu'un qui a eu le prix Nobel pour d'autres choses, c'est un prix Nobel de chimie, et c'est un travail qui est souvent cité. Alors il faut voir qu'à l'époque de Svante Arrhenius, la situation était très différente. On émettait finalement beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'aujourd'hui. Et la manière dont Svante Arrhenius voyait le problème, c'est qu'effectivement, de mettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, pour lui, c'était quelque chose qui pouvait être bénéfique en nous épargnant la prochaine ère, le prochain âge glaciaire. Donc, c'était une époque de scientisme où la science était vue comme n'apportant que des bénéfices. Et là, il y avait un bénéfice énorme, c'était éventuellement nous protéger d'un âge glaciaire qui viendra. Alors à l'époque, les calculs, c'était de voir qu'on pourrait avoir des résultats importants au bout de quelques milliers d'années. Donc quelques milliers d'années, c'est compatible peut-être avec le retour d'un âge glaciaire. Donc c'était quelque chose de très différent. Les vraies incertitudes sur quelque chose de rapide, de présent, qui pourrait modifier le climat, sont venues beaucoup plus tard. Et quand on dit beaucoup plus tard, souvent on ne se rend pas bien compte de ce que ça veut dire. Là, dans les années 50, j'ai mis le premier soupçon. Les premiers soupçons sont des calculs qui ont été faits par des professeurs de l'Université de Californie et qui ont montré que le CO2 que l'on met dans l'atmosphère, il y a peu de chances d'être repris par l'océan. À cette époque-là, on comptait beaucoup sur l'océan. Vous savez, un petit peu la poubelle de beaucoup de choses, beaucoup de déchets dont on pouvait se débarrasser parce que ça paraissait immense. Et l'océan ne paraissait pas en mesure de reprendre en temps réel le CO2 qu'on mettait dans l'atmosphère. Donc c'est ça les premiers soupçons qui ont été suivis très vite de la mise en place d'un observatoire et qui ont très vite en fait bousculé un petit peu l'agenda de ce qu'était la vision du problème climatique. Donc en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte que le CO2 restait dans l'atmosphère, mais pour cela, il a fallu faire des mesures. Et les premières mesures, c'est un observatoire au Mauna Loa. Mauna Loa, c'est le plus haut volcan des îles Hawaï, et qui a permis de suivre l'augmentation du CO2 progressivement. Mais à cette époque-là, on en était au début. L'enjeu, c'était de voir si on pouvait mesurer le CO2 en plus dans l'atmosphère. Donc c'est quelque chose qui est venu, en fait, dans les années 60. C'est dans les années 60 qu'on a commencé à être capable de mesurer la réalité d'une augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et ça a été suivi de travaux scientifiques très, très rapidement. Le rapport le plus connu dans la communauté scientifique, assez ignoré en dehors, c'est un rapport qui est... ça s'appelle rapport Charnay, du nom Jules Charnay, qui est quelqu'un qui a fait énormément en termes aussi scientifiques et dans la recherche des outils pour décrire numériquement le problème climatique. Et à partir des premiers modèles, ils ont établi
des ordres de grandeur, mais c'est des modèles qu'on dit simples, mais enfin, c'était déjà quand même des centaines de milliers de lignes de code, c'était des modèles qui étaient des modèles sérieux, et qui ont donné des ordres de grandeur qui sont toujours ceux qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un doublement du CO2 pourrait faire augmenter le niveau atmosphérique enfin, la température de la planète de 1,5 à 4,5 degrés. C'était la fourchette qu'ils avaient donnée, qui n'est pas très loin des fourchettes que donnent nos modèles aujourd'hui. Et je reviendrai sur cette notion de modèle après. Et c'est allé très vite à ce moment-là. Le Programme mondial de recherche sur le climat, c'est Pierre Morel, qui était, quand on était à l'ENS, c'était le professeur qui avait fondé le laboratoire dans lequel j'ai commencé à faire mes travaux, et qui est devenu premier directeur du Programme mondial de recherche sur le climat, 1980. Et puis il y a le GIEC, puis il y a eu le sommet de la Terre de Rio, qui est un sommet de la Terre, j'ai cité celui de Stockholm. Le sommet de Stockholm, c'était un sommet qui était surtout orienté vers l'alimentation de la planète. Comment faire que, malgré la croissance démographique, tout le monde ait à manger. En 92, le problème, c'était la découverte de cet enjeu nouveau que personne n'avait anticipé, qui était le réchauffement de la planète. Alors, très simplement, comment marchent les gaz à effet de serre? C'est des gaz qui sont invisibles, qui se mélangent à l'échelle de la planète. Il reste une centaine d'années pour le CO2, c'est-à-dire qu'au bout de 100 ans, on a la moitié du CO2 qui a été mis dans l'atmosphère à un moment donné. Et donc, c'est quelque chose qui chemine à la fois très vite et très lentement. Très vite par rapport aux décennies qui se sont succédées, très lentement par rapport à ce qui est directement visible. Et en fait, ce qui est directement visible est apparu un petit peu plus tard. Voilà, alors je ne vais pas revenir ensuite sur la suite. Bon, la suite, ça a été effectivement des protocoles, des accords entre différents pays. Je vais laisser ça pour la partie de discussion. Et puis, je vais essayer de voir comment on a pu étudier quand même ce système qui s'est développé très rapidement. Et avant cela, donner quelques remarques sur ce qu'on peut mesurer. Alors vous avez ici un diagramme qui est un peu ancien, mais je l'aime bien pour la manière dont il est fabriqué. Et vous avez, si je montre ici, vous avez le CO2 sur 20 000 ans. 20 000 ans, c'est ce qu'on appelle l'Holocène, et c'est une période qui se conclut par la période industrielle. Et vous voyez ici le niveau de CO2 dans l'atmosphère. Alors c'est un niveau qui est mesuré par des tas vous pouvez regarder, il y a un travail énorme qui a été fait pour reconstruire en fait les niveaux de CO2 dans l'atmosphère dans le passé, et puis qui augmente en fait brutalement vers la fin de ce siècle. Et il n'y a aucun doute que cette augmentation est liée aux activités humaines. On est passé de quelque chose qui restait entre 280 et 300 parties par million pendant des années, et pendant des milliers d'années, à quelque chose qui a augmenté brutalement. Et quand on regarde un peu plus précisément cette augmentation brutale, c'est une augmentation qui commence en fait, vous pouvez voir ici, dans les années 1950 à peu près, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est là que se fait le démarrage réel des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un processus très récent. Quand on essaie de très récent et finalement à l'échelle de nos vies très rapide. Et je dirais aujourd'hui, on ne pourra pas, je vais le montrer un peu après, on ne peut pas parler du problème climatique de la même manière qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Alors vous avez d'autres gaz à effet de serre, je ne vais pas en parler en détail, je vais juste faire remarquer quand même les échelles. Ici, donc, on est passé de 250 parties par million à 400 maintenant, ce n'est pas des choses mineures, sachant que c'est le premier des gaz à effet de serre, celui qui marque quand même très fortement ce qu'est la température de la planète. Donc ces gaz à effet de serre forment une espèce d'enveloppe autour de la planète. C'est une enveloppe qui empêche le rayonnement infrarouge de s'échapper vers l'espace, donc qui maintient la température de la planète à un niveau élevé, et donc plus élevé au fur et à mesure qu'on rajoute des gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Vous avez d'autres gaz à effet de serre. Ici, vous avez le méthane, qui est aussi un gaz produit par qui est associé au combustible, qui est un des combustibles fossiles, et puis vous avez des gaz qui sont plus liés au monde agricole, comme ici le protoxyde d'azote. Donc, donner quelques chiffres pour montrer justement comment les choses ont évolué pour différents paramètres. Alors je vais aller assez vite, je veux pas, mais ça ce sont les augmentations
du CO2, des émissions de CO2. Donc ce sont des émissions. Hein, on verra après. Donc ça, c'était le niveau de CO2. Ça, ce sont les émissions de CO2. Continuent d'augmenter. Elles ont continué d'augmenter après la COP 21. Et en fait, quand on parle d'une nécessité d'équilibre, ou plus exactement de neutralité, c'est le mot qui est souvent retenu, carbone, tôt ou tard, la neutralité carbone, ça veut dire arriver à zéro émission. Ce qu'on voit, c'est les émissions ici, aujourd'hui. Donc elles sont en tonnes de CO2, différentes unités. Vous voyez qu'on était à 10 milliards de tonnes de CO2 par an. Ce n'est pas un cumul, c'est des données par an. En 1960, on est à 4 fois plus aujourd'hui. Donc ça veut dire que le rythme avec lequel on bouscule le système climatique a été multiplié par 4. On n'est pas sur... Et ce sont des quantités qui se stockent. La durée du CO2 dans l'atmosphère, on appelle une demi-vie, ce n'est pas tout à fait une demi-vie au sens de la forme de demi-vie, c'est plus compliqué, mais dit qu'au bout de 100 ans, la moitié du CO2 qu'on a injecté dans l'atmosphère à un moment donné est toujours là. Alors je m'en sers souvent parce que mon père vient d'avoir eu 90 ans. Plus de la moitié du CO2 qui a été mis dans l'atmosphère au moment de sa naissance est encore là. Donc c'est une résilience très forte. Ça veut dire aussi que les gaz sont mélangés. Ces gaz qu'on émet dans l'atmosphère sont nécessairement complètement mélangés. Et le problème qui se pose est un problème fortement international. Au-dessus de nos têtes, on a des gaz qui viennent surtout des États-Unis, de la Chine, parce que c'est des pays plus peuplés et qui émettent beaucoup. Donc la dimension du problème est une dimension qui fait qu'on ne se libérera pas de ce problème facilement. Et on le laisse augmenter et que donc cette libération devient de plus en plus difficile à imaginer. Alors, juste pour montrer aussi d'autres éléments, le CO2 est très tributaire en termes d'émissions des combustibles fossiles. C'est la première source d'émissions de CO2, ce sont les combustibles fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Et sur ce diagramme, qui lui aussi date un peu, mais j'aime bien la manière dont il est fabriqué et ce qu'il arrive à montrer, sont des diagrammes qui viennent d'organismes internationaux qui travaillent sur ces problèmes-là, essentiellement en lien avec l'OCDE. Et ce que vous voyez ici, c'est, je le montrerai là, ce que vous voyez ici, c'est la part de l'énergie que l'on consomme, donc l'énergie produite, qui est liée à ces combustibles fossiles. Vous avez ici le charbon, le pétrole, et puis le méthane ou le gaz naturel. En jaune, l'énergie nucléaire. Le liseré violet, c'est l'hydroélectricité. Et puis en vert, tout ce qui est lié cette fois au monde vivant, à l'agriculture, etc. Et puis le petit liseré gris ici, ce sont les énergies renouvelables. Alors c'était il y a quelques années, donc 2014, ça a augmenté, mais enfin là, quand on regarde l'électricité, cette augmentation est visible. Quand on regarde l'énergie globale, qui est celle-ci, c'est moins clair. Alors, donc ce que vous voyez ici, c'est que si on parle de neutralité carbone, on parle d'effacer tout ce qui est combustible fossile, qui génère du CO2, puisqu'on a dit zéro CO2. Et zéro CO2, ça veut dire qu'on doit trouver des formes d'énergie qui compensent, et donc qui vont compenser 80% à peu près de l'énergie qu'on produit aujourd'hui. Donc on est face à un problème qui est d'autant plus important que quand on regarde ces années-là, finalement, sur quelques décennies, la part d'augmentation des différentes formes d'énergie est relativement la même en pourcentage. Il y a une certaine augmentation des énergies renouvelables, mais c'est assez difficile à bien visualiser sur ce diagramme. Donc on est encore très loin, en fait, d'être dans des situations où on peut régler ce problème climatique. Là, j'ai voulu montrer les choses par pays pour laisser ça pour la suite. Je pense que je suis un petit peu en retard de ce que je veux dire. Mais là encore, ce que je voulais vraiment dire, c'est qu'on est face à un problème international. On dépend, nous, de tout ce qui se passe partout sur la planète. Alors, on a aussi des observations maintenant de la température et de son augmentation.
des choses qu'on n'a pas vues encore pour le moment. Le réchauffement, en fait, il est assez cohérent avec ce qu'on peut anticiper. On a eu une phase un petit peu froide sur l'histoire de la planète, qui était la phase de ce qu'on appelait le petit âge de glace. C'était quelques dixièmes de degrés en moins par rapport à l'époque, au reste de l'époque pré-industrielle, aux autres marques de l'époque pré-industrielle. Et c'était quelque chose qu'on sait lié avec du volcanisme, avec différentes raisons qui sont un petit peu différentes, avec des variations des cycles solaires. À partir des années 60 à peu près, on a une augmentation. Alors cette augmentation ne se fait pas de manière... j'espère que si je laisse mon micro trop bas et que vous n'entendez pas, surtout, plaignez-vous immédiatement. Donc, ce que l'on peut voir ici, c'est qu'on a une phase un petit peu neutre, et puis après ça augmente. Alors, quand on va, je vais le montrer très rapidement, mais quand on regarde la manière dont on modifie le bilan radiatif de la planète, on a des gaz à effet de serre dont je viens de parler, et puis à côté de ces gaz à effet de serre, on a des gaz ou des particules qui restent moins longtemps dans l'atmosphère. Les particules ont plutôt un rôle de refroidissement et réfléchissent le rayonnement solaire. Donc il y a toute une phase où les deux ont été en compétition. Et puis au fil des années, en fait c'est en tout cas l'interprétation la plus plausible de ce qui s'est passé là, au fil des années, le CO2 qui se cumule dans l'atmosphère l'a emporté, et la marque du CO2 est devenue de plus en plus forte. Alors bien sûr, vous avez ici des choses sur lesquelles je reviendrai, mais pas longtemps, c'est tous les fluctuations interannuelles qui peuvent être très importantes, mais vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 1 degré de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle, et que les fluctuations qui marquent cette croissance sont des fluctuations qui sont plus faibles que la croissance elle-même. C'est-à-dire que la marque de l'impact des activités humaines sur le climat est plus forte que les fluctuations naturelles qui sont celles auxquelles on est généralement le plus sensible, parce que d'une année sur l'autre, elles changent beaucoup les choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut prévoir aujourd'hui ? Alors, une grosse partie de mon travail pendant toutes les années qui ont marqué mon entrée dans ce domaine-là, ça a été effectivement de construire, de participer avec beaucoup d'autres à la construction de modèles climatiques. Alors l'idée d'un modèle climatique, c'est de reconstruire une planète bis, si vous voulez, une planète numérique. Cette planète numérique, on essaie de lui donner tous les modules qui font le système climatique, c'est-à-dire l'atmosphère, les océans. Et donc je ne reprends pas toute la liste que j'ai un petit peu commencé à donner tout à l'heure. Alors, la différence, c'est que nous, ce qui va servir de moteur, ce n'est pas effectivement le rayonnement solaire ou la rotation de la Terre de manière directe. Ce sont alors, bien sûr, on va utiliser cela, mais ensuite, au niveau de tout ce qui est interne au système climatique, on va s'appuyer sur des lois de conservation en grande partie, et c'est ça qui va faire fonctionner le système climatique. Alors, il ne faut pas attendre de ces modèles une capacité à décrire des choses précisément dans le lieu, dans l'espace et dans le temps. On n'est pas capable, avec ces modèles, de dire qu'en 2050, il y aura en France une sécheresse très grande en juillet. On n'est pas capable de faire ça. Mais par contre, on peut avoir un modèle qui ressemble au modèle réel, à une planète numérique qui ressemble à la planète réelle. Et ça a été le but de tout cela. Alors, le très gros travail qui a été fait, c'était vraiment de regarder, en fait, tout ce qui met en œuvre les différentes composantes du système climatique, la manière dont elles interagissent, la manière dont elles répondent à ces forçages externes qui sont donc la rotation de la Terre et le Soleil que j'ai déjà cité. Alors, ça s'est fait progressivement. Les premiers modèles, alors ça c'est un petit schéma qui vient d'un rapport du GIEC, j'avais coordonné un chapitre, qui montre effectivement les modèles. Au début, c'était des modèles atmosphériques, on ne s'intéressait pas trop à l'océan. Ça, c'est les années 70. Le rapport Charnay dont j'ai parlé, c'était cela. Et puis, progressivement, on a réussi à mettre un petit peu plus de physique, celle des nuages, par exemple, et puis rajouter des océans, faire bouger les océans.
Alors là, on est au début du GIEC en 90, et puis progressivement, je ne vais pas donner toutes les échéances, on est arrivé à construire des modèles qui sont des modèles qui représentent assez bien l'ensemble du système climatique, ou disons un ensemble assez large de processus du système climatique. Et progressivement, on a donc obtenu des planètes artificielles qui peuvent donc nous aider à comprendre ce que sera le futur. Alors, tout ce qui est énergétique, hein, tout ce qui est fondamental. On a, par exemple, je dirais en quelques mots pour vous laisser un petit peu imaginer ce que peut être transport d'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on chauffe la planète plutôt à l'équateur et que cette énergie qui vient à l'équateur, elle va être redistribuée. Elle va être redistribuée entre les régions donc intertropicales et les régions extratropicales pour l'essentiel. Donc on est dans un domaine où là, toutes les équations qu'on peut faire sur la mécanique de ces fluides est essentielle. Il y a l'autre forme d'action qui consiste à donner de la quantité de mouvement. Donc si vous regardez la manière dont les climats se construisent, vous avez des vents d'est dans la région intertropicale, des vents d'ouest beaucoup plus au nord ou au sud, et ça c'est la manière dont on s'approprie la quantité de mouvement liée à la rotation de la Terre, et c'est lié aussi à des lois de conservation, donc la loi de conservation du moment cinétique en particulier. Donc tout ça, c'est dans des choses qui vont mettre en œuvre des mouvements, et ces mouvements, finalement, on arrive à les reproduire de manière assez correcte au fil des années. Alors, avant de montrer le transparent là, que j'ai mis juste avant, ça, ce sont deux planètes qu'on a confrontées au réchauffement par émission de gaz à effet de serre. Alors, en haut, c'est une planète qui est la planète numérique. Donc là, il n'y a pas d'observation de température. On fait fonctionner la planète, et puis on rajoute du CO2, puis on voit comment ça se modifie. Et vous avez le type de réchauffement qui est produit par la planète numérique. Vous voyez qu'il y a des zones qui se réchauffent partout, sauf peut-être le blé principal étant près du pôle arctique. Vous avez une zone là qui se réchauffe peu, et c'est lié au changement, à l'évolution du Gulf Stream dans ces régions-là. Et ça, c'est ce qu'on observe. On a observé sur 30 ans, dans la période d'après-guerre, là où tout augmente, jusqu'à maintenant. Donc, enfin, c'est la période, les 30 années récentes, en fait. Et vous voyez que ça se ressemble quand même. Ça, c'est à partir d'observation. Il n'y a pas de calcul mathématique. C'est ce qu'on observe comme réchauffement. Et ça, c'est ce qu'on calcule comme réchauffement. Donc, nos modèles ont une capacité à saisir plus que des indications grossières. Ce sont des modèles qui peuvent être utilisés pour anticiper beaucoup de choses, y compris sur des territoires régionaux. Je reviendrai après. Alors, les évolutions aujourd'hui sont très rapides. Alors, je vais revenir à un transparent précédent. Il y a eu plusieurs expériences qui ont été conduites par le GIEC. L'avant-dernière, disons en termes de travaux qui ont été coordonnés à l'échelle de tous les modèles climatiques des différents pays qui s'intéressent à ces problèmes-là, enfin qui ont la capacité de créer des modèles. Les modèles, je n'ai pas dit, mais c'est un travail qui est très lourd. Il y a à peu près 1 million de lignes de code dans un modèle climatique, et c'est le travail d'une centaine de personnes pendant une décennie. C'est des choses qui sont lourdes. Alors, ces modèles-là, on les a utilisés pour répondre à des scénarios. Vous avez ici des scénarios où on émet plus ou moins de gaz à effet de serre. Et il y a eu une expérience qui a été faite en 2000 qui consistait à regarder à partir de 2000 et jusqu'en 2100, pour différents modèles, pour différents scénarios, quel pouvait être le réchauffement. Alors on obtient des réchauffements qui dépendent de ces deux paramètres, de savoir ces deux formes d'incertitude. Le modèle peut être plus ou moins juste, et puis les émissions que l'on fait peuvent être elles aussi différentes. Mais là, je voudrais juste, pour ce qui va suivre, en fait, vous attirez l'attention sur la partie initiale. Là, on a des valeurs qu'on avait mesurées, d'où le travail a été fait en 2001. En 2000-2001. Donc on commence en 2000, et puis là, on est dans le futur. On n'y est plus complètement maintenant, c'est une partie de ce futur qui est devenu du passé, mais au moment où ce diagramme a été fait, là, on était dans le futur. Et on voit que sur les années 2000-2020, on a quand même une certaine cohérence dans les résultats.
Cette cohérence, elle tient au fait que c'est le résultat des émissions de gaz à effet de serre qui ont déjà eu lieu. Le futur immédiat, c'est celui-là. Et donc, on a dans notre présent, dans les passés récents, des éléments qui contraignent très fortement ce qui va se passer, et on voit que la plupart des modèles, à ce moment-là, sont en phase les uns avec les autres. Ça veut dire aussi, j'y reviendrai, mais ça veut dire aussi que le changement futur, on est capable de l'anticiper avec des outils quand même qui sont sérieux aujourd'hui. Et qu'on devrait prendre plus en compte qu'on ne le fait, en fait, ces possibilités d'anticipation dans le futur. Voilà. Alors, des choses que l'on voit aussi, c'est des éléments qui étaient un petit peu inattendus il y a quelques années. Il y a une partie du chauffage qui se stocke, et qui se stocke donc durablement, mais dans les océans. Donc, non seulement on a des gaz à effet de serre qui se stockent dans l'atmosphère, mais on a aussi un chauffage qui se stocke fortement dans les océans. Donc, l'irréversibilité de ce qui est en cours aujourd'hui a fortement grandi au fil des années. C'est pas très facile à évaluer, en fait, la manière dont on peut revenir en arrière une fois qu'on a commencé à réchauffer les océans. Il y a des gens qui commencent à travailler là-dessus, mais ça reste encore un début. Voilà, alors, ce que je vais faire, et que je vais passer relativement rapidement, c'est les conséquences détaillées. Je pense qu'on en a entendu beaucoup parler à la télévision, dans beaucoup de domaines. Ça a été une grosse partie du travail qu'on a pu faire. Et je vais juste me consacrer à dire quelques mots sur la notion d'incertitude quand on fait ces études. Et cette notion d'incertitude, elle vient avec le fait qu'on a des conséquences qui sont, enfin, on peut la serrer un peu, avec des conséquences qui sont des conséquences directes, donc qui sont associées à la fonte des glaces. Enfin, les choses les plus importantes, c'est probablement la fonte des glaces. Alors, vous avez les glaces continentales, celles qui permettent ensuite un relèvement du niveau de la mer, et puis les glaces marines, qui sont des glaces flottantes, mais qui réfléchissent le rayonnement solaire, qui permettent aux régions arctiques de demeurer très froides, et qui sont en train de fondre extrêmement rapidement. Donc vous avez beaucoup de manifestations fortes des températures, et dans ces manifestations fortes, vous avez aussi tout ce qui est faune, qui est flore, tout ce qui est biodiversité qui réagit généralement très vite. Et puis des choses beaucoup plus indirectes, le cycle de l'eau, la qualité de l'air, et puis on verra l'impact sur les territoires. Ça produit, c'est le produit de choses qui sont plus difficiles à évaluer, et c'est en particulier plus difficile à évaluer parce que le cycle de l'eau est quelque chose de très compliqué et de complètement pivotal dans notre système climatique. Alors, je vais pas rentrer dans trop de détails, mais je vais juste montrer justement cette complexité à partir d'exemples qui vont me servir quand je vais essayer de finir. Alors, je ne sais pas à quelle durée j'en suis aujourd'hui maintenant. Ce que l'on voit ici, c'est l'évolution des températures sur une région qu'on va revoir un peu plus par la suite, qui est la région Aquitaine. Et Aquitaine, pas Nouvelle-Aquitaine dans ce cadre-là. Vous avez les températures par rapport à une référence qui est un peu aléatoire, qui est un peu, comment dire, qui est un choix, juste un choix graphique. Et ce que vous voyez, c'est que quand même sur la période qui est celle-ci, qui commence dans les années 60 jusqu'à maintenant, on a un réchauffement qui est très clair, mais d'une année sur l'autre, ce réchauffement est très différent. Donc, on est sur des évolutions qui sont des évolutions qu'on ne peut mesurer que statistiquement et sur des périodes qui sont un petit peu plus longues. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire comprendre dans le grand public, généralement, même si progressivement, quand même, ce sont des notions qui deviennent plus communes. Ce que l'on peut voir, c'est que quand on est sur des systèmes comme cela, on a des conséquences de conséquences. Une des conséquences de conséquences, c'est par exemple les sécheresses agricoles. On va y revenir, mais les sécheresses agricoles, c'est des choses qui sont bien marquées. Donc, on est face à un système et ces sécheresses agricoles, c'est quand même ce qui intéresse le plus. Donc, on a un intérêt sur la région à essayer de comprendre
les conséquences des conséquences, qui sont des systèmes difficiles. On a même plus qu'un intérêt, c'est un devoir. Aujourd'hui, on a un protocole qui s'appelle la loi de... en fait, on a un devoir en fait de réagir à tout ce qui est danger possible dans le système climatique. C'est dans la Constitution, dans tout ce qui est risque et danger. Et donc, ces choses-là ne s'évaluent pas de manière sur la base de ce que l'on voit, de ce que l'on comprend, de ce que l'on mesure de manière précise à un moment donné, mais bien sur la notion de risque. Quels sont les risques climatiques à un moment donné et comment on peut les évaluer? Alors, c'est assez compliqué et c'est une part de la science que l'on fait qui est une part qui reste aujourd'hui très, très importante. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais je voudrais juste montrer cela parce que cette notion du risque, elle est essentielle pour ce qui va suivre. Vous avez ici un travail qui a été fait par un collègue, Christophe Cassou, qui travaille à Toulouse, et qui a réparti, enfin on peut faire des approches statistiques et voir que le système climatique dans nos latitudes, là il s'agit de la zone euro-méditerranéenne, il a des configurations qui peuvent être assez différentes. Alors, le graphisme ici, c'est, vous devez peut-être les États-Unis et puis l'Europe, ou le Canada et l'Europe, et puis vous avez en rouge des choses qui sont des modifications des anticyclones et des dépressions par rapport à une référence qui est la référence la plus moyenne, la plus habituelle. Donc ici, par exemple, vous avez en rouge l'anticyclone des Açores, la dépression des Açores, d'Islande, pardon, l'anticyclone des Açores est en bas. Donc vous avez la dépression d'Islande qui est sujette à un réchauffement, ça veut dire qu'en fait elle est atténuée. Donc ça c'est quelque chose qui vous montre une dépression d'Islande atténuée et au contraire, et d'une certaine manière aussi, l'anticyclone des Açores qui est lui-même atténué puisqu'il est diminué. La couleur bleue, c'est qu'on diminue. Donc, c'est une possibilité de changement, par rapport aux situations habituelles. Mais vous avez d'autres types de changements par rapport aux situations habituelles. Et ce qu'on fait, le travail statistique qu'on peut faire avec différents outils, c'est de montrer que ça, c'est un travail presque inverse. Et en fait, on a un dipôle. Le système climatique fonctionne, ça s'appelle ça l'oscillation nord-atlantique. Et là, c'est en anglais, c'est North Atlantic Oscillation. Vous avez donc l'oscillation entre les deux, mais vous pouvez avoir aussi des choses qui naissent de la position d'une dépression, d'un anticyclone sur les océans, sur les continents. Et donc, on peut trouver une région comme la nôtre, en gros, 4 climats. Et quand on parle de changement climatique, on va avoir 4 types de changements climatiques possibles. On n'est pas face à quelque chose de nécessairement très, très simple. Donc, c'est ça qui va faire une grosse partie de l'étude locale de ce qui peut se produire sur un territoire. Alors, je vais passer un petit peu parce que c'est un peu compliqué, mais il y a eu beaucoup de remarques sur la capacité à dire si un cyclone, alors c'est un cyclone tropical, typique, tel qu'on l'observe par satellite avec l'œil au milieu, est-ce que c'est lié au changement climatique ou c'est lié ou c'est un phénomène naturel qu'on observe depuis des années? C'est toujours un peu les deux. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui échappe finalement à des modifications qui sont liées aux activités humaines. C'est toujours difficile d'en voir la part, et c'est un travail qui devient un travail très important. Alors, tout à l'heure, j'ai cherché le nom, le principe de précaution oblige en fait à faire ce travail qui consiste
à regarder un petit peu quels sont les risques nouveaux qui arrivent. Alors, dans le GIEC, il y a des choses qui ont été faites de manière extrêmement précise pour regarder cette notion. Alors, le GIEC, pour ceux qui ne savent pas, on en a beaucoup parlé, mais c'est un outil de médiation, en fait, autour et de réflexion et de mise en œuvre et de mise en syntaxe presque de ce que sont les résultats des différents modèles et des différents travaux. Et là, vous avez une manière d'essayer de documenter ce qui est le risque en recoupant des choses. Donc, vous avez ici pour différents types de risques, vous pouvez regarder si vous aurez les transparents après, vous avez des choses qui sont observées, des choses que l'on peut attribuer pour le passé à des changements climatiques, et puis des choses qui sont projetées par les modèles. Et quand les trois entrent à peu près en phase, on sait qu'on est face à des risques. Donc la notion de risque est quelque chose qui est une notion extrêmement précise, travaillée dans nos communautés. Et quand on regarde ensuite plus précisément ce qui peut se produire pour des risques justement comme c'est des cyclones, on voit que pour aujourd'hui on est dans la phase du risque. On ne sait pas dire que tout cela va se produire à cause des activités humaines, mais on sait qu'on a ce risque-là. Donc c'est quelque chose qui marque beaucoup nos disciplines et de manière un petit peu difficile. Je dirais que par rapport à beaucoup de gens qui s'expriment à droite à gauche dans les médias, nous, on sait moins qu'eux. On a beaucoup travaillé, on a passé des années à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Eux savent, nous moins. Donc on est confronté à cette difficulté-là, toujours, on arrive quand même à... Mais c'est vraiment, aujourd'hui, je pense, quelque chose qui est important de voir que, de même qu'on est confronté à des risques un peu partout dans nos vies, le risque climatique, c'est un risque, et il faut s'en protéger de cette manière-là, et ça a des conséquences. Est-ce qu'on met en route des systèmes d'assurance, etc. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais finir cet exposé en revenant sur, justement, enfin, en insistant sur le champ de ce qui est possible. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu faire un exposé complet, j'aurais pu faire un exposé complet sur comment on va agir, comment est-ce qu'on peut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Je vais me focaliser un petit peu. Et je vais me focaliser un petit peu parce que ce que je voudrais montrer, c'est que aujourd'hui, ça ne peut pas être comme hier. C'est-à-dire que la manière dont on a laissé le système filer, dont on a laissé des gaz à effet de serre et augmenter dans l'atmosphère, et puis produire des changements qui se répercutent dans tous les éléments du système climatique, fait qu'on ne peut pas parler du changement climatique aujourd'hui comme on le faisait il y a quelques années. Alors, il y a plusieurs choses qui sont importantes quand on passe à l'action. Première, c'est la complexité. Alors ça, ce diagramme, je le montre de différentes manières. On peut y passer une demi-heure. On peut dire en un mot, c'est un diagramme qui fait partie d'un des rapports du GIEC, dans le résumé pour décideurs, qui se veut simple, qui montre la diversité des gaz à effet de serre, ou des gaz qui ont un effet de serre, mais qui ne sont pas les gaz à effet de serre à longue durée de vie dont j'ai parlé, qui prend en compte aussi tout ce qui peut être comme particules refroidissantes dont je parlais un petit peu. Le système climatique, c'est ça. On ne peut pas, quand on veut légiférer, quand on veut prendre des mesures, ignorer en fait tous ces éléments-là. Vous voyez que ici, vous avez le méthane, c'est pas beaucoup moins que le CO2. Donc, je ne vais pas parler du méthane du tout, mais c'est un gaz à effet de serre extrêmement important. Donc, la complexité du monde réel, elle est à prendre en compte. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très difficile aussi à faire imprimer dans les consciences. Il y a une simplification des problèmes pour l'alerte. Elle est nécessaire pour essayer de dire qu'on est face à un problème. Quand on rentre dans les problèmes de décision, on rentre dans quelque chose d'autre qui impose d'être respectueux de la réalité de ce qui se passe. Alors, il y a une autre dimension de difficulté que je viens d'aborder tout à l'heure, c'est de dire aujourd'hui les choses sont devenues difficiles parce qu'on a émis beaucoup de gaz à effet de serre. Alors je vais le montrer sur deux diagrammes, un qui vient du travail qui avait été fait dans notre laboratoire au moment de la COP 21 et qui vous montre ici
une manière un petit peu inverse de faire ce qu'on fait d'habitude. Souvent, aujourd'hui, on essaie de regarder ce que peut être le climat futur et puis de revenir en arrière en se disant, voilà, ça nous dit ce qu'il faudrait faire. Alors, ici, vous avez en noir les augmentations de température déjà constatées. Et puis, en bleu, vous avez le niveau qu'on voudrait atteindre si on veut rester sous les 2 degrés de réchauffement. Vous voyez, 2 degrés de plus que la période qui est ici. Donc ces 2 degrés de plus, qu'est-ce qu'on a le droit d'émettre pour y arriver? Donc 2 degrés, si on fait les calculs avec nos modèles qui contiennent un cycle du carbone, on doit rester sur cette ligne-là et arriver à 0 émission, voire des émissions qu'on appelle négatives, c'est-à-dire reprendre du CO2 dans le sens inverse. C'est au bout avant la fin de ce siècle, dans les années 70 peut-être. Donc c'est quelque chose qui est énorme. Ça veut dire, dans ce délai-là, se libérer de tout ce qui est émission de combustibles fossiles. Donc dans un délai qui est très court ici. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la COP 21, il y a beaucoup de gens et beaucoup de pays, en fait, des pays qui sont, par exemple, des pays qui sont dans des îles, qui sont menacés par le relèvement du niveau de la mer, qui disent, mais c'est très bien, mais 2 degrés, c'est trop pour nous. 2 degrés, ça ne suffira pas pour réussir à survivre à un réchauffement rapide. Alors, dans les accords de Paris, on avait fait partie d'un petit groupe qui avait surveillé ça. On avait les gens avaient mis en place des scénarios qui sont des scénarios du possible, c'est-à-dire comment faire, alors là, toujours pour les 2 degrés, comment on reste sous les 2 degrés. Et par rapport à ces scénarios du possible, c'est des scénarios d'émissions, il y avait ce que les États étaient capables de faire et promettaient. Alors les promesses des États, elles étaient jusqu'en 2030. Après, il est paru des papiers si on s'en tient aux promesses actuelles des États, on va être à 3 degrés à la fin du siècle. Non, c'est rien sur la fin du siècle. Les promesses des États sont jusqu'en 2030 actuellement. Et ce que vous voyez, c'est qu'elles sont au-dessus des scénarios qui permettent d'arriver à la fin du siècle. Donc, aujourd'hui, on n'est pas, même pour 2030, capable de rester sur une ligne qui permet de rester sous les 2 degrés de réchauffement. Alors, ce qui a été demandé au moment de la COP 21, donc de l'accord de Paris, au GIEC, c'était de faire une estimation de ce qu'il faudrait pour rester sous les 1,5 degrés. C'est à cette condition-là, la condition de ce travail-là, que beaucoup de pays ont mis en avant pour pouvoir signer l'accord. Alors, vous avez ici 4 scénarios que j'ai tirés d'un document belge, francophone, qui a traduit ça de manière très, très, très bien. Je ne vais pas regarder très en détail, mais les 4 scénarios principaux qui ont été proposés, il y en a d'autres, par le GIEC, sont des scénarios qui ont été adoptés par une partie des gens sans trop regarder. Et donc, en particulier, le scénario, ce scénario-là, ça veut dire qu'on s'y prend comme on s'y prend, certainement avec beaucoup de nucléaire, mais on a si on veut vraiment, si on n'a pas de puits de carbone, si on n'est pas capable d'équilibrer en fait les choses avec des puits de carbone plus importants que ceux qu'on a aujourd'hui, on est obligé d'arriver à une diminution des émissions de gaz à effet de serre qui nous amène à un équilibre, à 0 émission en 2050. Alors 2050, c'est pas très long maintenant. Donc, je l'ai dit, ça doit être mondial. Donc vous sortez dans la rue, vous regardez, dans 25 ans, il n'y a plus de voitures. Plus de voitures comme elles sont aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est, on va dire, quand j'ai entendu le mot, je ne suis pas vérifié qu'il soit vraiment dans le texte du GIEC, mais je crois, géophysiquement possible. Après, socialement, c'est moins clair. Après, les autres scénarios sont des scénarios qui font appel à de la captation de carbone. Et cette captation de carbone, on en a beaucoup parlé pendant beaucoup d'années, mais aujourd'hui, ça ne se fait pas vraiment.
Alors j'ai beaucoup entendu de gens qui disent, ben voilà, on sait ce qu'il faut faire, il faut suivre les scénarios du GIEC. Et c'est souvent des gens qui sont très opposés au nucléaire, très opposés à la captation de carbone, et qui n'ont pas bien lu en fait ce qui était vraiment demandé. Moi je pense que, pour moi, ce scénario, ce rapport du GIEC, rapport spécial sur comment rester sous le 1,5 degré, c'est quelque chose de pivotal. Ça montre vraiment qu'on a dépassé, aujourd'hui on dit toujours à quel moment est-ce qu'on aura dépassé, on a dépassé des enjeux. Il y a des choses au travers desquelles, vis-à-vis desquelles on ne pourra pas revenir en arrière. Et si bien qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent maintenant sur des scénarios où on laisse le climat se réchauffer un peu plus. Comment est-ce qu'on peut revenir en arrière? Comment est-ce qu'on peut laisser le système se réchauffer, revenir en arrière? Mais on est dans une situation qui n'est plus la situation d'il y a 20 ans. Et je pense qu'il faut faire attention, quand on parle de ce qui est possible aujourd'hui, de bien prendre en compte quand même un langage qui soit un langage de vérité par rapport à ces enjeux-là. Ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait des objectifs importants et qu'on ne risque pas de tenir tout de suite. Mais par contre, je pense qu'il faut être conscient de ce qui est possible et de ce qui n'est pas, et de manière un peu partagée au niveau de la population. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on a aujourd'hui deux types de problèmes qui sont liés. Il y a un premier problème qui est le problème de diminution des émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, l'atténuation. Et puis, ce que j'ai mis en haut, c'est l'adaptation au changement climatique. C'est quelque chose qui a été très mal connoté pendant beaucoup d'années. En plus, le mot adaptation est quelque chose de passif, qui laisse penser que on laisse faire. Et en fait, aujourd'hui, je pense que c'est un devoir de protection de nos territoires par rapport à des changements qui sont inéluctables à bien des égards. Et pour le moment, c'est des choses qui sont en phase d'émergence, je dirais. On fait des efforts plus importants qu'on a pu faire dans ce domaine-là, mais on est encore assez loin de ce qui peut se faire. Alors, l'intérêt ou en tout cas la nécessité de ces études, c'est qu'elles ne peuvent plus se faire uniquement sur des bases physiques. On a fait pendant des années une vision de ce qu'était le problème climatique et les enjeux climatiques qui étaient basés sur les lois de la physique, sur les lois. On est face à un problème qui a une dimension aussi liée à la biodiversité, liée à la réflexion sociale, et à la prise en compte des enjeux divers. On ne peut plus, parce qu'on a dépassé certains domaines où tout était possible, ne plus arbitrer entre des nécessités qui sont contradictoires très souvent. On ne peut pas faire sur le même territoire un maintien total de la biodiversité, des agrocarburants, et donc il y a des choix qui doivent être faits. Alors, moi, ça m'a, à titre personnel, incité à m'intéresser beaucoup à ce qui peut se faire dans un domaine qu'on appelle celui des territoires. Alors, je suis d'origine, j'ai un nom breton sur lequel j'ai insisté tout à l'heure, mais j'ai été élevé à Bordeaux, j'ai beaucoup de... Et donc, on a été sollicité par la région Aquitaine, qui est devenue Nouvelle-Aquitaine, pour regarder ce que serait le futur de cette région. Et ce qui les intéressait, c'était vraiment le futur de cette région-là. C'était pas Donc, et on a fait un travail qui progressivement a absorbé, a attiré beaucoup de gens, qui a à peu près 400 scientifiques seniors qui ont participé à ce que je vais montrer rapidement. Et l'idée, c'était de regarder justement dans quoi ce qu'on apprend directement à l'échelle d'un territoire est quelque chose qui peut être utile, d'abord pour le territoire lui-même et éventuellement au-delà. Voilà, alors le logo est en bas, c'est la Climatera, c'est celui que j'ai rajouté par rapport aux deux logos qui sont ceux de mes vraies tutelles par ailleurs. Et vous avez une petite photo de Bordeaux au passage. Alors, c'est quoi les territoires? Ce sont d'abord... Pour moi, la définition n'est pas très claire, on entend dans ce mot partout, il commence à être très utilisé, ce sont des lieux habités par des populations, et ces populations, pour une grande part, n'ont pas la capacité de tout résoudre chez elles. Ça dépend du climat global de la planète, ça dépend de climats plus locaux, c'est ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, de montrer le réchauffement de l'Aquitaine, il vient d'ailleurs, et il se manifeste avec des aléas d'une année sur l'autre.
ce sont malgré tout des lieux qui demandent à être protégés par anticipation, parce que les risques climatiques, on est capable de les anticiper. C'est pour ça que j'ai montré tout à l'heure les résultats du modèle sur 20 ans. On sait que les 20 prochaines années sont écrites largement par les émissions de gaz à effet de serre qui ont déjà eu lieu. Et c'est aussi des lieux qui sont des lieux d'apprentissage de ce qu'est le changement climatique, parce qu'on est confronté de manière extrêmement directe à des impératifs contradictoires, dont je dis un mot, c'est-à-dire qu'effectivement, au niveau local, on doit arbitrer. Et cette notion d'arbitrage par rapport à ce que l'on doit faire est une notion qui, jusqu'à présent, est assez difficile à mettre en œuvre. On reste quand même beaucoup sur des réflexions en silo, discipline par discipline, sans faire le bouclage total qui montre que on ne peut pas, si on met tout côte à côte, on arrive à des impossibilités très rapidement. Voilà, alors ce que l'on a fait très simplement, c'est un travail qu'on a appelé à un moment même le GIEC aquitain, c'est quand même un peu différent, mais l'idée c'est quand même d'aller regarder ce que la communauté académique a amassé comme savoir sur ces régions. Donc il y a eu 2 rapports qui tous ont fait plusieurs centaines de pages, le second bien sûr plus grand que le premier en termes de pagination justement. L'idée, c'était de regarder un peu toutes les dimensions d'une problématique climatique au sens large, avec son lien avec la biodiversité, son lien avec les pêches, les zones vulnérables. Alors les zones vulnérables, vous avez des zones de montagne, vous avez des zones de littoral, vous avez des zones qui sont aussi des zones urbaines qui croissent assez rapidement pour certaines villes moyennes ou pour Bordeaux ou pour Poitiers. Vous avez donc tout un ensemble de choses. Donc on a vraiment essayé de regarder tout cela et on s'est aperçu qu'on avait un savoir énorme en fait sur une région comme celle-ci, je dis 400 contributeurs au total, et que ce savoir était finalement assez peu utilisé. C'est-à-dire qu'il y a entre la science telle qu'elle se fait habituellement et puis la manière de l'utiliser pour essayer d'en tirer des conséquences, on a une certaine difficulté. Et de fait, le lien qui peut se faire entre un discours scientifique et puis la manière dont un responsable de région veut s'en emparer pose très souvent problème. Alors, j'ai une petite anecdote que je raconte quelquefois parce que on s'est posé des questions. Pourquoi est-ce que tout ce qu'on a fait ne sert pas de plus? Et j'ai pensé à ça une fois où j'étais, comme ça m'arrive très souvent, un petit peu juste pour prendre mon train pour Bordeaux, en l'occurrence. Et le métro s'est arrêté. Et puis, il y a une personne qui, très gentiment, ça c'est de plus en plus, a dit, voilà, nous sommes arrêtés. Et nous sommes derrière un autre train qui est arrêté et nous allons repartir bientôt. Et bien sûr, on a toujours à Paris la possibilité de prendre un autre choix, de faire mais quand le temps est limité, c'est limité aussi. Et je me suis dit, je suis vraiment dans la position dans laquelle on met les décideurs aujourd'hui, avec nos discours. C'est-à-dire qu'effectivement, on est face à des choix, et on dit, voilà, il y a des choix arbitrés et on n'aide pas beaucoup. Et je crois que ça a été progressivement un déclic dans toutes les gens qui ont participé à ça. Et on a essayé de renforcer très fortement le lien avec la région qui était notre commanditaire. Alors, commanditaire, enfin, ils ont surtout aidé logistiquement, mais autrement, on a tous participé, au moins au bout quelques temps assez courts, comme à titre bénévole à tout cela. Il n'y a pas de moyen d'autre pour faire ce type de travail aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui est important. Enfin, on s'est rendu compte que la région, c'est un lieu qui concentre beaucoup de questions auxquelles on n'a pas toujours les réponses. Voilà. Alors, il y a une deuxième chose, et je m'arrêterai là pour ce qui est de décrire ce qu'on a fait en Aquitaine, qui est très importante, c'est qu'on s'est rendu compte que le système régional, c'est un système complexe. Alors, là aussi, pour prendre une petite image simple, je sais pas, moi, quand j'étais petit, il y avait la vache qui rit, la vache avait
un petit fromage elle-même, c'était le fromage, et puis sur le fromage, sur l'oreille de la vache, il y avait encore un autre fromage, plus petit, et puis donc, on se rend compte que, ça c'est les fractales, hein, c'est-à-dire que, on se rend compte que la complexité, elle existe au niveau de la planète tout entière, pour le système climatique, et il obéit à certaines règles que j'essaie de dire rapidement, mais il y a une complexité du fait régional qui est presque égale, parce que peut-être qu'à une époque, on pouvait parler du changement climatique comme d'un problème vraiment de physique et qu'on allait résoudre avec de la physique. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du problème climatique, même globalement, mais aussi localement, puisque c'est là qu'on commence à prendre des décisions, autrement que comme un problème qui est physique, écologique, social, politique. Et tous ces éléments-là sont liés. Mais c'est vrai aussi, même quand on regarde des sous-systèmes, quand on regarde tout ce qui est lié à l'eau dans un domaine comme le domaine aquitain, c'est lié à la fonte des neiges, qui est différente aujourd'hui, qui est plus rapide. C'est lié à l'étiage des rivières, qui dépend beaucoup de l'évaporation, qui est beaucoup plus forte de ces rivières, avec peu d'eau en été. C'est lié avec la manière dont la biodiversité peut évoluer, elle évolue assez rapidement. C'est lié à l'usage de l'eau qu'on a mis en route pour différents besoins. Si on prend la Garonne, par exemple, elle sert à refroidir une centrale nucléaire qui est celle de Golfech, et puis l'estuaire de la Gironde sert à refroidir une autre. Et puis, dans tous ces éléments de biodiversité, on a des éléments des espèces intrusives, des espèces dangereuses, il y a des problèmes de santé qui sont posés. Donc en fait, c'est un domaine qui est extrêmement lié, et c'est ça qu'il faut étudier aujourd'hui, si on veut comprendre un petit peu comment on doit agir sur ces territoires. Et alors on essaie toujours de faire un travail dans ce domaine avec la région. On essaie d'avoir des projets qui s'articulent avec la région pour développer ces enjeux-là. On pourrait en parler pendant assez longtemps, ça m'a finalement, au fil du temps, beaucoup plus occupé que d'autres choses en parallèle avec la direction de l'IPSL pendant une dizaine d'années. Et je pense que ça fait partie des enjeux aujourd'hui qu'on doit développer de manière forte. C'est comment est-ce qu'on s'approprie un problème qui est devenu beaucoup plus compliqué parce que on peut plus séparer en fait les différentes composantes comme on le faisait autrefois. On a trop avancé en fait dans ce problème-là, et l'espace des possibles se réduit tout le temps, au fil des années. Voilà, alors je vais m'arrêter avec deux transparents finaux cette fois. Premier, c'est l'adaptation ou l'atténuation. Ce sont deux éléments qui sont souvent opposés l'un à l'autre. Il n'y a aucune raison de le faire. Je pense qu'au niveau d'un territoire, on doit être résilient. Et les problèmes ne sont pas si différents que ça. Si vous regardez l'un comme l'autre, vous avez des problèmes de transport, parce que le transport, c'est souvent le premier facteur d'émission de gaz à effet de serre, d'habitat aussi, avec l'habitat renvoyant aussi non seulement à l'isolation des bâtiments, mais aussi à des projets, des infrastructures qui peuvent être des infrastructures d'urbanisme un peu plus développées. Des filières agricoles pour la région aquitaine, c'est essentiel. Les énergies renouvelables, tout ça sont des choses qui sont dans les deux cas importantes, c'est-à-dire le cas de l'adaptation ou de l'atténuation. Et ce qu'on a besoin de faire sur un territoire, c'est plutôt une résilience qui lie les deux, qui lie l'un à l'autre. Je pense que c'est quelque chose de très important aujourd'hui, parce que même les énergies renouvelables, on les met en place essentiellement à une échelle territoriale, les éoliennes, le solaire, etc. Donc on est dans un domaine où les enjeux se mesurent les uns aux autres nécessairement et à cette échelle territoriale. Voilà, alors j'avais des exemples sur la ville, sur le mix énergétique régional, un peu difficile sur l'eau, sur la pêche, beaucoup de choses, sur les zones humides qui sont sujets à conflits très forts dans ces régions-là. Et je vais plutôt me finir sur ce dernier transparent. Quand on arrive à ce niveau de perception de ce qu'est l'enjeu climatique, on est confronté plutôt à des difficultés qui sont des difficultés de valeur. Je crois qu'on n'est pas capable de donner une réponse qui soit uniquement une réponse strictement scientifique. On est vraiment sur des valeurs. Alors il y a des choses concrètes qu'on peut faire pour aider, c'est des suivis actifs d'environnement. Alors j'ai mis ça parce que c'est une recherche
qui ne se fait pas bien. On a des tonnes de données, mais si on a une sécheresse importante, l'impact sur la biodiversité, l'impact sur sur différents types de ressources n'est pas facile à documenter dans l'état actuel des choses. Donc je pense qu'il y a une mise en œuvre anticipative de ce qui peut se passer qui est importante. Il y a l'écoute. Alors, dans le cadre de ce projet Acclimatera, on est allé énormément, alors c'est plutôt mes camarades bordelais, moi j'ai fait ce que j'ai pu, mais je suis parisien, on a donc été écouter les gens. Je pense que c'est une surprise très, très, très bonne, enfin pas une surprise, mais disons une constatation, c'est qu'il y a un savoir énorme et énormément d'initiatives à un niveau local, et qu'on essayait vraiment pas de capter, mais d'insérer en fait tout cela dans la manière dont on a pu interagir aussi avec la région. Et puis j'ai mis le mot solidarité parce que dès qu'on vient à des niveaux locaux, quels qu'ils soient, il y a quand même le reproche du repli. On n'est pas là pour se replier sur nous. Quand on travaille sur une région comme la région Aquitaine, on est là pour essayer au contraire de développer des solutions qui peuvent être utiles ailleurs. La région Aquitaine n'est pas la plus menacée de la planète. Il y en a beaucoup d'autres, en particulier la zone intertropicale, la zone polaire éventuellement. Et donc la notion d'ouverture est très importante. Il y a une phrase que je n'ai pas inventée qui dit que l'universel, c'est le local sans les barrières, sans les frontières. Je pense que c'est quelque chose qui a guidé un petit peu ce qu'on a voulu faire ici. Voilà, je vais m'arrêter, c'est un peu long, mais il y a quand même la place pour des questions. Voilà. Voilà, donc on a du temps pour ces questions. Donc, qui veut se manifester pour une première question? Oui. C'est une question qui portait sur une diapositive qui confrontait une prévision et puis des constatations. Oui. Dans les deux, on voyait que on prévoyait et on constatait un réchauffement plus important dans le nord, dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Comment ça s'explique? Alors, il y a un mot que je n'ai pas compris et donc qui est nécessaire que je comprenne pour répondre à la question. C'était... On constate dans les deux cas qu'il y a un réchauffement prévu, constaté plus important dans l'hémisphère nord que l'hémisphère sud. Oui, alors ça, au niveau des pôles, comment ça s'explique probablement scientifiquement? Oui, alors les deux pôles sont très différents puisqu'il y a un pôle qui est marin, on peut dire, au nord, qui est où et la glace de mer est une glace très peu épaisse. C'est une glace qui on donnait comme valeur moyenne 3 mètres à peu près d'épaisseur pour la glace marine. Et donc c'est une glace qui a tendance à fondre assez vite. Et chaque fois qu'elle fond, elle libère un territoire d'eau où la chaleur du soleil peut pénétrer. Donc ça c'est un point. En tout cas, il y a d'autres éléments qui font que le réchauffement est fort dans les régions polaires, mais ça c'est celui qui différencie vraiment la partie nord et la partie sud. Dans la partie sud, on est face à des glaciers énormes dont les limites sont les limites en fait du sol continental qui est sous-jacent. Donc en fait, les glaciers fondent. Il y a des zones de glaciers qui sont des glaciers flottants aussi, qui disparaissent assez vite aujourd'hui, mais globalement, l'impact en température est plus faible à cause de ça. C'est-à-dire qu'on est face à un système qui finalement perd de son épaisseur. Un glacier continental, c'est des kilomètres de glace. Donc c'est des choses qui sont très 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 épaisses. Ça dépend un petit peu où. Mais donc on est face à un système qui ne se manifeste pas essentiellement par la température. Par contre, la fonte des glaces dans le domaine sud peut à terme être beaucoup plus menaçante, puisque c'est des volumes de glace beaucoup plus importants que dans le nord, qui sont prêts à fondre si on se réchauffe au-delà d'un certain seuil. Donc oui, il y a une différence. On ne peut pas assimiler les deux régions, nord et sud, comme étant identiques.
Il y a d'autres éléments qui les rendent différentes. Par exemple, les courants marins sont différents. Vous avez un courant circumpolaire antarctique qui isole aussi la zone antarctique. Donc, c'est des domaines différents. Alors après, ils ont des caractéristiques, en particulier le fait que quand on les réchauffe, on réchauffe des zones froides et qu'il n'y a pas de convection, la chaleur reste au sol. La chaleur reste au sol. Donc ça, c'est commun aux deux types de glace, aux deux types de régions. Merci. Moi, j'étais sur le graphe tout à l'heure, vous avez montré genre les quantités de différents gaz à effet de serre. Oui. Avant l'augmentation brutale récente, on voyait quand même une certaine augmentation progressive. C'est un premier graphe. Oui. Alors, je vais le retrouver. Oui, c'était juste là. Voilà. Sur le premier, par exemple, une augmentation régulière avant la grosse augmentation, c'était... Alors, il y a deux choses. Hein. Je ne sais pas si vous regardez, puisqu'il y a deux courbes qui sont... Je vais peut-être passer un peu vite. Ça, là, c'est 200 000 ans. Et il y a des fluctuations à l'échelle des 200 000 ans qui sont souvent le résultat de ce que je dis rapidement, c'est-à-dire des changements solaires en termes de cycle solaire, des changements qui sont liés aussi au volcanisme. Donc, c'est pas une zone où il ne se passe rien. C'est une zone où ce qui se passe va moins vite que ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine qui est affecté réellement par les émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est pas qu'il ne se passe rien et qu'il ne s'est rien passé avant. Mais alors, donc c'est normal d'avoir, alors vous voyez que c'est un peu différent d'ailleurs si vous regardez les tendances ici, les choses sont selon les différents gaz à effet de serre, selon la chimie qui les accompagne, ça peut être un peu différent. Après, vous avez cette zone-là, ici, ça représente, j'ai pas été très explicite, c'est les 200 dernières années. Donc on va de 1800 à 2000 à peu près, et puis un peu au-delà de 2000. Donc vous voyez que les augmentations sont très fortes dans la... J'espère ne pas me tromper, oui c'est ça. Sont très fortes après ce qui correspond à peu près à la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a du CO2 qui était mis avant, bien sûr. Il était mis de manière moins importante et avec une traduction qui est plus... donc qui est aussi plus difficile à connaître. Alors, au-delà de ça, je pense que ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'on a effectivement des données qui sont un petit peu hétérogènes quand on fait tout cela. Là, il n'y a pas de marque d'incertitude, mais ces documents-là vont toujours avec des incertitudes. Et je vais revenir alors à un document plus précis, c'est celui-ci. J'ai parlé d'un petit âge de glace. Toute cette zone-là, c'est une zone, vous savez, l'océan recouvre la plus grande partie de la planète, et on a très peu de mesures. Les premières explorations de la zone antarctique, c'est le début du XXe siècle. Donc on a très peu un bateau, deux bateaux qui se sont risqués jusque-là. Donc il n'y a pas de satellite non plus. Donc toutes ces zones-là, c'est une zone aussi qui est assez délicate. Ce pic-là, qui précède ensuite l'augmentation plus régulière et plus observée aussi qui suit, du mal à savoir un petit peu à quoi il est dû. Les mesures qui étaient faites, là, c'est des mesures qu'on appelle en anglais de ship of opportunity ou de bateaux militaires, des bateaux qui se promènent là pour des raisons diverses. Et donc il faut faire attention. Mais le petit âge de glace, par contre, ça a existé vraiment. Et donc que ça soit un petit peu plus froid dans cette période-là, c'est normal. C'est normal. Bonjour, moi j'ai deux questions qui sont liées. Est-ce que vous avez déjà eu affaire avec des sceptiques quand vous travaillez et quant au réchauffement climatique et l'impact de l'homme? Et ensuite, comment est-ce que vous les gérez? Alors, affaire à des sceptiques, oui, même y compris au sein de l'Académie des sciences. Et donc, ça a été un moment assez qui a duré plusieurs années, qui d'une certaine manière est toujours là, prêt à se réveiller. Je crois que
Bon, c'est quelque chose de difficile parce que l'usage du mot sceptique déjà nous a ennuyés, parce que nous, on se veut sceptique. Les gens qui travaillent sur le problème climatique, la science est une affaire de scepticisme. C'est toujours de reprendre des choses qu'on croyait connaître et puis de voir qu'on ne les connaissait pas exactement. Ce qui n'empêche pas de faire des recommandations, de dire des... Mais c'est quand même... Donc le mot sceptique est déjà un mot qui a créé un certain... manière d'orienter le débat dans des directions qu'on n'aurait pas voulu. La sémantique joue un rôle majeur dans tous ces débats. Plus sérieusement, enfin pas plus sérieusement, mais plus effectivement, ce qu'on a essayé de faire dans notre communauté, alors en région, enfin en France, ça a été de prendre la parole collectivement. C'est-à-dire qu'il y a moi, j'ai gardé un souvenir au début de toutes ces... Quand les débats sont devenus très rapidement violents, enfin pas violents, mais très, très chauds, disons, après la COP de Copenhague, donc en 2009, là, il y a eu un grand pic avant, tout le monde se disait, voilà, ça y est, on va avoir des mesures fortes sur le problème climatique, et puis ça n'a pas marché, pour des raisons qu'on peut détailler, mais qui sont... un petit peu en dehors de la question que vous posez. Et à ce moment-là, d'un coup, on s'est trouvé face à des gens qui découvraient des problèmes, qui se posaient des questions qui ne s'étaient pas posées, et puis qui ne savaient pas du tout ce que c'était que la climatologie, les climatologues. Moi, je me rappelle à l'Académie des sciences, avoir deux personnes là, qui discutaient entre elles. On avait fait une pétition contre Allègre, et c'est les choses fausses qu'ils disaient. Ils discutaient entre eux très, très gentiment, en disant mais voilà, ils ont fait une pétition, il y a 400 personnes qui ont signé, ils se disent tous climatologues, puis il y a un temps d'arrêt, ils disent mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et nos sciences existent depuis beaucoup d'années, et ce qui est vrai, c'est que en France en particulier, on a eu du mal à les faire connaître. Il n'y a pas d'agrègue, peut-être que dans une sixième république, il y aura une agrègue de sciences environnementales, mais pour le moment, ça n'existe pas. On regarde au CNRS, dans les universités, on a des sections assez restreintes qui travaillent sur ces problèmes-là. Donc, bon, la défense essentielle qu'on a eue, c'est de se dire qu'il faut qu'on soit écouté. Donc qu'on soit écouté et qu'on soit écouté collectivement, qu'on puisse montrer qu'on est vraiment nombreux, que toutes ces recherches sur ces problèmes-là sont des recherches qui sont partagées à beaucoup de personnes et c'est pas un petit domaine. C'est une expérience que j'ai vécue moi-même. Quand j'étais à l'ENS, on parlait de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Et moi, j'avais pas envie de faire ça, et j'ai fini par trouver dans un bout de couloir un petit groupe qui commençait à travailler sur le problème climatique. Et j'ai eu l'impression, vraiment, comme dans les films, on ouvre une porte qu'on croit un petit recoin, là, et puis on a l'impression que le monde s'ouvre devant vous. Et j'ai eu ce sentiment-là très fort quand j'ai commencé à m'intéresser à ces problèmes climatiques. C'était une petite porte, et c'est ce qu'on a essayé de faire un peu tous quand on a commencé à parler de ces problèmes-là. Pas jeter d'anathème, on n'a pas arrêté de serrer la main des gens avec qui on a travaillé pendant des années, mais on a essayé d'expliquer et puis de le faire collectivement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de le faire, en fait. Oui. J'avais deux questions aussi. La première est en lien avec celle de Thomas. À quel point pensez-vous le climato-scepticisme états-unien nous a ralenti dans tout ce processus actuel? Et après, est-ce que vous pensez que, par exemple, l'année dernière, l'Union européenne a sanctionné... J'ai pas entendu un mot, là, oui. Pardon? Il y a un mot qui... L'Union européenne, l'année dernière, a sanctionné la France par rapport à ces pics d'évolution et les rejets de CO2 que nous avons mal gérés. Est-ce que vous pensez que sanctionner les pays pour les faire bouger, est-ce que c'est le meilleur moyen de les faire réagir? Alors, attendez, je m'excuse. La première partie de la question, qu'est-ce que c'est important? Juste un mot-clé, ça va me revenir. La première question, oui. C'est à quel point le climato-scepticisme états-unien nous a ralenti. Ce qui est certain, c'est que le climato-scepticisme n'a pas aidé en termes de... c'est le moins...
puisse dire, mais en même temps, je pense que quand on regarde maintenant avec un peu plus de recul la situation, mais j'ai pas voulu insister là-dessus pendant mon exposé, mais j'ai montré que le diagnostic climatique, la manière dont on a mis en place le sommet de la Terre de Rio en 92, tout ça est allé très très vite. Et ensuite, ça s'est arrêté, mais pourquoi? C'est surtout parce que les États n'étaient pas d'accord entre eux. Alors, le climat, la partie vraiment nuisible nuisible, je ne vais pas donner des mots qui sont non objectifs, si vous voulez, la partie vraiment dommageable du problème climato-sceptique, c'est quelque chose qui vient au secours, enfin vient aider en fait un processus qui est souvent gouverné par des lobbies, par des États, qui est un petit peu détaché du vrai débat scientifique. Il n'y a pas eu de vrai débat scientifique dans cette partie-là. Donc, je crois que le problème majeur, c'est quand même d'arriver à un moment donné à trouver effectivement des lieux de décision qui permettent d'avancer. Aujourd'hui, on n'est pas dans les accords internationaux, c'est pas tout à fait le cas. Donc, on est dans des systèmes où. Alors, est-ce qu'on peut, ça revient à la deuxième question, est-ce qu'on peut essayer d'avoir des principes contraignants? Si on y arrive, moi je trouve que c'est très bien, qu'on puisse dire à un État, ce que vous faites là, c'est pas. Et en plus, au niveau européen, on a des règles qui permettent de dire ça. Donc oui, moi je trouve qu'il faut le faire. Il faut pouvoir dire à un État qu'il ne respecte pas les règles communes qu'il a signées. C'est difficile à faire à l'échelle de toutes les nations. C'est très difficile à faire à l'échelle de toutes les nations. C'est pour ça que je pense que ça, c'est un problème. L'autre chose, c'est que dans la lutte pour essayer de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, il y a un élément de vitesse. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de perdre, essentiellement parce qu'on ne va pas assez vite. On va pas assez vite. Il y a beaucoup de choses qui se font qui vont dans le bon sens. Après, la difficulté, c'est d'aller assez vite par rapport à la planète qui va très vite. On émet beaucoup de gaz à effet de serre, on continue d'en émettre. Voilà, donc j'ai pas de solution toute faite pour ça. Moi, ma solution, c'était d'essayer de regarder parce que c'est un problème quand même, au bout de beaucoup d'années, quand on a redit les mêmes choses beaucoup de fois, c'est de trouver quand même quelque chose d'autre. Donc, le fait régional m'a inspiré. Mais ce n'est pas une solution complète, très, très loin s'en faut. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Oui. Mais voilà, c'est des réflexions non conclues, si vous voulez. Par rapport aux différentes sources d'énergie, est-ce que vous pensez qu'il faut privilégier le nucléaire? Alors, si vous voulez, d'abord, c'est un débat très... Disons que je peux répondre que comme citoyen, si vous voulez, pas du tout comme... même si j'ai fait des études de physique, j'ai représenté le ministère dans les comités différents du CEA, mais je n'ai pas de compétences définitives sur ces problèmes-là. Moi, il me semble que l'énergie nucléaire ne peut pas être... Si on prend le problème au jour le jour, on a déjà des centrales nucléaires qui sont là, et le problème, c'est de savoir si on en fait plus ou ça. Je crois que je crois pas que le nucléaire soit une énergie généralisable à l'échelle de la planète de manière totale et complète. Ça, c'est une vision personnelle. Donc moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des transitions un peu lentes pour utiliser le nucléaire nucléaire contre charbon, par exemple. Si c'est du nucléaire dans certains pays, ça me paraît pas. Ça me paraît quelque chose qui peut être utile. Mais imaginez que la solution qu'on va trouver, qui va nous donner qui va nous permettre de traverser les prochains siècles, c'est le nucléaire. J'ai du mal un peu, à cause de tous les types de dangers que ça entretient, et donc les types de pouvoir que ça nécessite, les types de fonctionnement social, de fonctionnement politique qui viennent avec. Bon, voilà. Moi, ça, c'est une vision tout à fait personnelle des choses. Mais ayant dit cela, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'enjeu majeur. Il ne faut pas se focaliser là-dessus. L'enjeu majeur, c'est que
le nucléaire fait 6% à peu près de la production d'énergie totale. On a besoin de remplacer quelque chose comme 80% d'énergie qui est créée par si on veut vraiment être à la neutralité carbone. Et donc on a besoin de solutions nouvelles en plus. Donc moi, ce qui m'a toujours ennuyé dans les débats, c'est d'opposer les choses les unes aux autres. Le nucléaire, on peut avoir des réticences ou pas, ça dépend. Mais en tout cas, ça ne suffira pas. Quoi qu'il arrive, ça ne suffira pas. Il faut d'autres solutions. Et ça me paraît être le point majeur à retenir quand on est climatologue. On ne peut pas s'en tenir aux solutions déjà existantes. Il en faudra d'autres. Bonjour. Moi, ma question elle portait sur l'association ou l'organisme que vous avez créé. Est-ce que vous établissez des rapports que vous présentez à la région, ou est-ce que vous avez aussi la possibilité d'intervenir et de mener des initiatives Oui, alors, la région, j'ai dit qu'on essaie de travailler avec la région. La région on a fait ce programme qui s'appelle Acclimatera. On a des collègues qui ont fait quelque chose de parallèle sur la biodiversité, c'est Nobiose. Et ces deux programmes ont été utilisés par la région pour faire un programme d'action qui s'appelle Neoterra. Donc la filiation entre les deux est clairement donnée par la sémantique. Et l'an dernier, j'ai été invité avec mon collègue Vincent Bétagnol, qui est plus sur les aspects de biodiversité, au comité, dans la réunion du conseil régional, donc l'hémicycle à Bordeaux. Donc c'est fait selon les normes. Il y a eu une ouverture de la session, une fermeture pour que les deux qui sont non élus puissent parler. On a parlé pendant 1 heure à peu près, puis après on a refermé la session. Et puis il y a eu des débats et des votes qui se sont articulés beaucoup sur ce qu'on a dit. Donc je pense que oui, si on essaie de proposer des choses... Les choses, c'est souvent à ce niveau-là des principes. Un principe sur l'eau, c'est la ressource en eau qui dicte la politique sur l'eau et sur donc l'agriculture qui en fait usage. Il y a des choses qu'on peut préciser. On peut mettre aussi la région a le pouvoir de s'appuyer sur ce qu'on dit pour, par exemple, faire des arbitrages un petit peu différents. On va vous donner l'eau est recherchée par tout le monde en été. En hiver, il y en a. Et même dans certaines régions d'Aquitaine, il y en a même beaucoup en hiver, certains hivers. Donc, cette eau, elle peut venir, elle implique toujours, si on veut de l'eau en été, d'avoir des barrages, des retenues, des choses qui abîment le paysage, qui modifient la biodiversité, etc. Donc, ils sont. Mais on peut jouer ce que la région essaie de faire, c'est de jouer un peu des deals, c'est-à-dire de dire, d'accord, on vous met un peu d'eau, mais vous éliminez les entrants de vos agricultures. On veut plus de glyphosate et on veut plus de... Donc oui, on peut être un peu un support pour ce type de choses, quand la région est disposée à le faire, ce qui est le cas de la région. Si on s'est impliqué avec la région Aquitaine en ce moment, c'est parce qu'elle est effectivement... porteuse de ce type de démarche. Mais ça prouve que ce n'est pas impossible, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être initiées dans ces étages, je dirais, bas de notre démocratie. On a tendance à ne voir notre démocratie qu'au niveau national, mais elle existe aussi dans d'autres niveaux, et si on s'y implique, on peut provoquer. Moi mon rôle n'est pas de devenir un politique, mais bien de faire entrer la science dans les domaines où elle peut être utilisée. Et je pense que oui, c'est possible. Je crois très fortement que c'est très possible. Et que ça se fait dans un certain nombre de lieux, heureusement. Bonjour. Pardon. C'est très bien, je veux rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pensez que les instances gouvernementales et l'État fait actuellement tout ce qui est en son pouvoir pour gérer l'urgence climatique actuelle? Est-ce que vous pensez être suffisamment entendu et pris en compte par ces instances? Monsieur, on n'est jamais content. Ça fait des années qu'on répète un petit peu la même chose. On n'est pas toujours très entendu. Mais je pense que
c'est pas seulement les instances gouvernementales. On a un tissu social, politique, économique qui a son épaisseur, qui a ses règles, qui a ses bon, donc moi je suis pas là pour en tout cas, je pense que bien sûr, on est content s'il y a des citoyens qui réagissent à un certain nombre de choses. Nous, ce qu'on veut faire au niveau du rôle des scientifiques, c'est effectivement de porter cette parole au mieux. Alors, c'est jamais assez, c'est jamais assez, c'est très loin d'être assez. Mais on est, je trouve, tout aussi intéressant aussi de faire un peu notre mea culpa. C'est-à-dire, je pense qu'on n'a pas non plus toujours porté des paroles là où il fallait, comme il fallait. Donc, il faut faire les deux. Je pense qu'il y a une part des choses qui est irritante parce qu'elle résulte d'autres intérêts, d'autres visions, et puis c'est pas ce qu'on a envie de partager. Bon, on n'a pas non plus fait complètement notre travail pour porter les résultats de la science dans un domaine de fabrication réelle du futur. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on a beaucoup. Tout n'est pas parfait, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, qui sont à portée, d'action. Bonjour, j'ai une question par rapport à la crise sanitaire. Est-ce que vous pensez par rapport à la crise sanitaire, c'est moi qui parle. Oui, mais j'ai pas compris le mot, par contre. Par rapport à la crise sanitaire. À la crise sanitaire, d'accord. Est-ce que vous pensez est-ce que vous êtes optimiste par rapport aux conséquences que ça pourra avoir sur le futur écologique du pays et du monde, ou est-ce que vous pensez qu'au final, ça va revenir comme aux années d'avant? Si vous voulez, je pense que... Je parlais tout à l'heure de respect de la complexité des choses. Moi, je me méfie un tout petit peu des emballements qui sont un peu trop génériques. Bon, c'est vrai que quand on regarde la manière dont le coronavirus s'est disséminé, il y a quelque chose qui peut rappeler une dissémination d'autres quantités, de la problématique climat. Mais on est sur des sujets qui sont quand même très différents. C'est-à-dire la problématique climat, on a vu, c'est une problématique qui se développe à l'échelle des décennies, qui va demander des infrastructures qui mettront du temps à se mettre en route. Et même quand on parle d'échelle locale, si on parle de changer l'agriculture, si on parle d'essayer de modifier l'urbanisme, tout ça, c'est des choses qui vont prendre du temps. Alors moi, ce dont je me méfie un peu, c'est de mesures qui seraient des mesures hâtives. Alors on sait ce qu'on peut faire vite. Il y a des choses qu'on peut faire vite et qu'on doit faire vite. C'est limiter le gaspillage, les déchets. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, qui doivent se faire tout de suite. Mais si on veut vraiment arriver, au bout du compte, dans un délai de 20-30 ans, à quelque chose qui soit le plus proche possible de la neutralité carbone, ça voudra dire passer par d'autres phases, créer des infrastructures, très simplement, moi, là aussi, encore en tant que citoyen, j'ai vu beaucoup voyager en train, j'ai vu disparaître toute une gamme de services rendus par les trains. Quand on veut aujourd'hui essayer, on est allé beaucoup dans les territoires, comme on dit, quand on veut essayer d'aller dans des petites villes, en train, c'est quelquefois devenu impossible, très souvent même. Donc il y a besoin d'infrastructures, de refaire des infrastructures, et ça prendra du temps. Donc soit on ne le fait pas, soit on le fait avec le temps qui sera nécessaire aussi. Donc moi je pense qu'il faut faire très attention dans tout ce qui a été lié au Covid, à ne pas privilégier les solutions de l'instant. Il faut des solutions de l'instant, il faut prendre des mesures tout de suite, mais il faut aussi démarrer dès maintenant les choses qui prendront du temps. Et ça me fait un petit peu peur quelquefois, qu'on se retrouve finalement, on a dépensé beaucoup d'argent, et puis les choses qui sont un petit peu plus systémiques, qui prennent du temps, qu'on les laisse un petit peu en chemin. Voilà. Donc moi, c'est ce qui me fait le plus peur dans l'évolution de ce qui peut se produire dans les mois, les années qui viennent, c'est ça, c'est de commencer par des choses qu'on aurait dû faire depuis longtemps, je pense, et puis d'oublier toute la dimension un petit peu plus complexe d'infrastructure,
on parle de beaucoup d'agriculture en région Aquitaine, il y a des filières nouvelles qu'on peut mettre en route, il y a des cultures nouvelles, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en route. Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas rester sur des choses qui soient un petit peu bloquées par des mesures un petit peu faciles à présenter à la télévision, mais qui n'iront pas sur le fond du problème. Voilà. C'est pas nécessairement, on verra, je ne fais pas d'ailleurs de procès à ce niveau-là, c'est une inquiétude, c'est tout, mais je ne sais pas, on aura peut-être de bonnes surprises malgré tout. Est-ce que vous utilisez les nombreuses données que vous avez présentées là, entre autres, pour aider notamment ce que vous évoquiez tout à l'heure avec la prise de décision? Est-ce que vous mettez en place des expérimentations pour présenter des... Alors en ce moment, oui, enfin on a essayé de faire ça dans différents domaines, oui bien sûr, c'est un début. Alors, au niveau de l'IPSL, on a développé quelque chose qui s'appelle les services climatiques, consistant à avoir des bases de données avec des données qui soient régionalisées à petite échelle, qui sont surtout à ce moment-là des données physiques sur les précipitations, enfin, sur toutes sortes d'accidents naturels, mais qui sont distribuées ensuite à qui veut et assez largement. En tant que telles, elles sont gratuites. Après, si les gens veulent une aide, on essaie de trouver les moyens de les aider. C'est souvent un petit peu difficile à utiliser, mais il y a eu beaucoup de travail dans ce domaine-là. Sur les aspects un petit peu plus pluridisciplinaires, dès qu'on arrive sur les problèmes qui sont liés non seulement au domaine physique, mais à la biodiversité, à tout un ensemble d'enjeux un peu plus complexes. Là aussi, on est en train d'essayer d'obtenir de l'argent via le Green Deal pour essayer d'avoir des projets qui soient pertinents dans ce domaine-là. Et donc, on a aussi une tradition dans nos laboratoires de coopération avec des pays étrangers, des pays du Sud. C'est très, très fortement marqué dans nos laboratoires. En grande partie parce qu'on sait facilement, nous, que ces pays-là sont souvent les plus vulnérables. Donc et qu'ils ont du mal à faire un portrait de pourquoi ils sont vulnérables, comment ils sont vulnérables. Donc oui, il y a une part quand même importante de l'activité des laboratoires qui est destinée à cela, qui est destinée à essayer de faire le lien. Ce que je disais, c'est que ce n'est pas un lien toujours très facile. C'est un lien qui est, pour beaucoup de raisons, qui pose quelquefois des problèmes. Mais ça fait partie de nos activités. Remercier de nouveau Hervé Letreux.